Youssef Laouane, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de polar et du marché de l'art. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Stéphane Greiner et Jean-Luc Riot. Stéphane Greiner, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour, merci. Je t'en prie. Jean-Luc Riot, bienvenue aussi dans le Graffiti, bienvenue dans Berbère Télévision. Bonjour cher Youssef, merci pour cette invitation. Je t'en prie. Donc on va commencer par Stéphane qui va nous raconter un peu le monde souvent scabreux du polar. Donc le dernier roman que tu as publié est intitulé Vadim Royal. Alors, Oui, qu'est-ce que c'est que ce roman? Je ne sais pas si l'univers du polar est scabreux, mais en tout cas, c'est la suite de ma série French Bricolo, qui est un... Alors, polar, je ne sais pas si on pourrait le qualifier de polar. D'accord. Alors, évidemment, on a besoin de cases. Hein, ce n'est pas un roman contemporain, ce n'est pas de la littérature rose, etc. Oui, je dirais que c'est un polar. Il n'y a pas d'enquête déjà. Donc, est-ce que c'est un polar? On est toujours du mauvais côté de la barrière. Moi, je m'intéresse beaucoup à mon personnage Greg Vadim, tueur à gages qui fait sa crise de la quarantaine. Ah, il y a quand même un tueur. Oui, mais en fait, voilà, il veut changer de vie. Voilà. Donc, voilà. Il y avait eu L'été des deux pôles qui mettait en place son histoire et les retrouvailles de sa fille. Vadim Royal, qui est sorti il y a déjà quelques temps, qui est la suite. Et donc, le troisième opus, et a priori la fin de cette série, sort en avril 2016. Voilà. Donc dans quelques mois. Eh bien, tu nous donnes déjà un scoop. Hein? Donc, oui. Le troisième, le troisième de la tome, série, oui. c'est la French Bricolo. Oui, c'est le troisième tome. On n'a pas encore décidé du titre. Hein. On n'a pas arrêté. D'accord. Mais en tout cas, on le sort en avril. D'accord. Donc, tu as terminé l'écriture de ce texte, n'est-ce pas? Oui. Ce texte, j'avais terminé l'écriture... il y a déjà quelques temps, mais j'avais du mal à... Là, il est en correction, il est parti très bien. En correction, le texte est en correction. Par contre, depuis la fin de cette trilogie, j'ai écrit un projet de série télévisée sur lequel je travaille avec un réalisateur. Très bien, oui. Mais par contre, j'avais un mal fou à me remettre à l'écriture d'un roman. Et c'était presque une source d'angoisse, c'est-à-dire que... j'étais paniqué à l'idée de ne plus pouvoir écrire. Oui, presque. Oui. C'est-à-dire que j'ai mis quelques mois, et ça y est, en fait, je suis guéri, j'ai écrit de nouveau. Les premiers chapitres sont en ce moment en lecture chez un éditeur parisien. Et donc le livre, ça y est, j'ai retrouvé ce rythme. Je pense que je n'avais jamais connu une période aussi longue. Oui. Je parle par rapport au roman, hein, par rapport à écrire un roman qui implique de rentrer et d'accepter de vivre, d'avoir une espèce de vie parallèle, permanente, avec le texte, mais aussi avec le personnage. Bien sûr. Et ça, c'était la première fois où ce lien était en pointillé. Il n'était pas permanent. Et là, ça y est, depuis quelques semaines, déjà depuis quelques mois, mais je reviens, je me lève, je pense à ça. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, tu renais quelque part, n'est-ce pas? Oui. Et surtout que ce n'est pas un polar. Voilà. Oui. Donc là, c'est vraiment un roman auquel je tiens. J'avais l'idée déjà depuis plusieurs années, mais... je te dis, j'ai mis un temps fou à vraiment... j'ai une habitude de maniaque dans l'écriture, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas le premier chapitre, tant que la musique du premier chapitre n'arrive pas, me convient pas, oui. je n'arrive pas à poursuivre. Même si j'ai la structure, même si je sais où je vais, même si je sais ce que j'ai à raconter, ce que j'aimerais partager. Mais alors, si je ne suis pas content de ce premier chapitre, je suis bloqué. Et j'ai été bloqué pendant plusieurs mois. Et c'était très étrange, très déstabilisant. Et pourtant, on n'a pas l'impression, quand on te lit, Stéphane Greiner, ton écriture est envoûtante, elle est prenante, elle est vraiment bien structurée. Hein, pour les livres que tu as déjà publiés, on a l'impression que ça coule comme ça, hein, facilement.
Ça peut arriver, je pense que c'est un peu comme le navigateur Oui. qui fait le tour du monde en solitaire. Il a le vent dans le dos de temps en temps, et là, effectivement, c'est quelque chose de très excitant, c'est quasiment physique. Donc, mais pour garder ce rythme, il y a des périodes de calme plat, Oui. etc. Oui. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai un lecteur qui m'a envoyé un message concernant L'été des deux pôles et Vadim Royal. Il m'a dit « Ah, ça se lit très vite, j'aime beaucoup ». Eh bien, ça se lit très vite, c'est bon signe. Ça veut dire aujourd'hui quand même que j'ai réussi à le prendre par la main, déjà avec le personnage et l'histoire, Oui. et ensuite, effectivement, à lui offrir le temps de lecture et peut-être, voilà, est-ce qu'il l'a lu dans le métro, est-ce qu'il l'a lu le soir en rentrant du travail. Cette facilité, effectivement, qu'on peut retrouver dans certains textes pour la créer, c'est très compliqué en fait. C'est-à-dire que je pense vraiment, avec le temps et avec un peu d'expérience, de toute façon, à chaque nouveau livre, on repart à zéro. Oui. Et c'est un sentiment qui peut être galvanisant, mais également qui peut être source de blocage. D'accord. Mais pour terminer sur le sujet, je pense que l'écrivain, l'auteur, le romancier, enfin, peu importe le terme que l'on emploie, mais pour moi, il y a un espace virtuel et une musique. L'espace virtuel, il est au niveau du cerveau. C'est-à-dire que dans le quotidien, malgré tout, même quand on est dans le bureau de poste en train de faire la queue ou ailleurs, ou un travail, etc., on doit toujours avoir une porte ouverte sur le roman en cours. Et ensuite, la musique, c'est le lien qu'il y a avec les mots. Oui. Et cette musique, je l'ai retrouvée et je suis très très content. C'est très bien. On y reviendra. On va solliciter Jean-Luc Riot pour qu'il nous tienne par la main. Il nous raconte un peu le monde de l'art. Hein. Donc, tu es spécialiste d'une période. C'est laquelle? Oui, alors, mes recherches ont commencé par porter sur les collectionneurs de la fin du XVIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, en l'espèce un collectionneur qui s'appelle Jean-Baptiste Boyer d'Aiguille, qui était seigneur de Sainte-Foy et de Taradelle, qui était basé à Aix-en-Provence. Et puis j'ai poursuivi mes recherches sur les peintres de la mer dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, notamment à Paris. Oui. Pourquoi? Parce que on ne peut pas véritablement parler d'un marché de l'art, mais un marché des collectionneurs. D'accord. On n'achète pas une œuvre d'art, et notamment sous l'Ancien Régime, on n'achète pas une œuvre d'art isolée, on achète un ensemble d'œuvres d'art, et ce faisant, on communique son désir de collectionneur. Donc, pour traduire, ces intentions dans un monde contemporain, je dirais qu'il y a pour les institutions, lorsque les institutions achètent, on parle de politique culturelle. Lorsque les privés achètent, on parle de collectionnisme. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait un collectionneur à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui fait un collectionneur à la fin du XVIIIe siècle, et notamment un collectionneur de peinture de marine? Eh bien, c'est la question, qui m'a beaucoup fasciné, qui m'a intéressé. Et donc, les réponses alors à la question, ce seraient lesquelles? Alors, pour ce qui est de la fin du XVIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, ces collectionneurs, et notamment à Aix-en-Provence, sont des collectionneurs qui sont des parlementaires et qui en réalité montent des collections sur les ruines d'anciennes familles dont souvent ils ont usurpé les titres. Il faut savoir qu'à la fin du... les familles en réalité usurpent les noms, souvent de protestants qui ont été tués pendant les guerres de religion. Et on usurpe à la fois le nom, le titre, les héritages, et pour redorer sur son blason, la génération suivante collectionne, des œuvres d'art pour se présenter et pour légitimer un discours de règne, en réalité, de seigneur. Et ces œuvres, ce sont des œuvres de l'époque elle-même, oui. Ou bien c'est des œuvres des époques précédentes? Alors justement, il y a des passages obligés. Donc les passages obligés, sont évidemment les grands maîtres anciens du XVIe siècle, du XVIIe siècle, italiens. Donc il y a toujours un Raphaël, il y a toujours un Corrège, qu'il soit bon ou faux d'ailleurs, hein, puisqu'en fait la conception même de l'authenticité d'une œuvre d'art à l'époque n'est pas la même qu'aujourd'hui.
Ce qui compte, c'est l'invention de la composition, ce n'est pas la façon dont on peint le tableau. Oui. Voilà. Donc en réalité, l'auteur compte moins que l'inventeur de la composition elle-même. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, on peut comprendre ce que tu nous dis, bien sûr. Mais donc, à cette époque-là, il y avait déjà donc, les gens qui prenaient les tableaux, qui peut-être les dessinaient autrement et les revendaient en tant qu'authentiques. Ah bien sûr, par exemple Lubin Bogin, qui est un artiste du XVIIe siècle, qu'on a appelé d'ailleurs le Corrège fécond, parce qu'il était connu à l'époque comme étant un des pasticheurs du Corrège, qui est un grand maître du XVIe siècle. Mais évidemment, Lubin Bogin français du XVIIe siècle est bien moins cher que le grand maître italien. Et donc, comme il faut avoir une composition du Corrège, eh bien on achète une composition au rabais qui a été peinte par Lubin Bogin et on l'intègre dans sa collection. Et ce faisant, on se présente soi-même comme un homme de goût, un seigneur de goût, un lettré, un intellectuel. Et en collectionnant ces images, on s'aperçoit qu'en réalité, les collectionneurs d'images organisent leur légitimité et leur discours. C'est très bien ce que tu nous dis. Donc, il y a un rapport étroit avec le politique, la cité elle-même, le pouvoir, bien sûr. et la peinture. Bien sûr. On collectionne pour une raison précise. Voilà. Et à l'époque, et notamment à Aix-en-Provence, c'est légitimer oui. Le pouvoir que l'on a sur le Parlement d'Aix-en-Provence. Et le Parlement d'Aix-en-Provence, donc ce qui serait aujourd'hui la Cour de justice, et le budget, ce qu'on appelle la Cour souveraine, qui est associée, qui gère le budget d'Aix-en-Provence, le budget de la région. Et donc, acheter une charge, c'est-à-dire se présenter soi-même comme un notable éminent, n'est pas anodin, ça coûte cher, et en achetant cette charge, on achète également des alliances avec la Cour souveraine, donc avec le Trésor public. Et donc on gère le Trésor public. Donc collectionner des œuvres d'art, c'est se présenter comme un homme de pouvoir, et un homme de pouvoir qui va peser sur les décisions financières de la région. Et à cette époque-là, donc fin 17e, début 18e, est-ce qu'il y avait beaucoup d'artistes en France? Alors oui, il y avait énormément d'artistes. Jacques Thuillier avait écrit, Antoine Schnapper également avait, à la fin de sa vie, avait publié, dans un communiqué, dans un colloque, oui. Qui était, je crois, peintres et peintures en province, du XVIe au XVIIIe siècle, qui avait eu lieu à Rennes, dans un communiqué dont je ne suis pas sûr, donc encore une fois, qu'il ait été publié. Il avait recensé presque 200 artistes dans la ville de Troyes à la fin du XVIIe siècle, qui est quand même une petite ville. C'est énorme quand même. Oui, donc en fait, les faiseurs d'images sont très nombreux. On a perdu la plupart des corpus, donc on ne sait plus ce qu'ils ont peint. Et c'est justement en rebondissant, d'après ce constat, parce qu'Antoine Schnapper était mon directeur de recherche, oui. que je me suis posé la question sur la deuxième partie du XVIIIe siècle, concernant les peintres de la mer, les peintres de marine. On connaît donc l'icône absolue qui est Joseph Vernet, qui naît en 1714, qui meurt en 1789, et qui est la figure emblématique du peintre de la mer en France. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, pour le XVIIIe siècle, Joseph Vernet est vraiment une icône très importante. Et à l'époque, d'ailleurs, lorsqu'il exposait au Salon du Louvre, les Parisiens, qui eux se déplaçaient peu, disaient « Nous allons au Salon voir la mer ». Ah, carrément? Oui. Les tableaux de Joseph Vernet étaient exposés au Salon. Comme les Parisiens n'allaient jamais sur le bord du littoral, ils allaient voir les tableaux. Voilà. Et donc, il y a toute une école qui se construit, en tout cas des suiveurs, puisque donc la peinture de la mer a un engouement terrible. Eh bien, il y a beaucoup de suiveurs, dont la Croix de Marseille, dont Henri Largue, etc., vont se précipiter dans cette demande de la clientèle et des grands collectionneurs pour justement fournir toute une clientèle qui est très friande de ça. D'accord. Et aujourd'hui, Jean-Luc Riot, où est-ce qu'on pourrait voir les tableaux de Joseph Vernet à Paris, par exemple? Alors évidemment, la plus grande série de Joseph Vernet, la plus connue, c'est celle des Ports de France, oui. qui est conservée au Musée de la Marine. Ça, c'est le plus emblématique. Mais vous avez, au Louvre, Marie-Catherine Sahut, lorsqu'elle a redéployé une partie des collections du XVIIIe siècle, dans les salles du Louvre, a consacré pratiquement une salle à Joseph Vernet. On peut les voir. D'accord. Dans ce musée prestigieux. On peut voir ses œuvres au Louvre. Oui, absolument. On va y revenir. On va poursuivre avec Stéphane Greiner, qui est scénariste aussi, qui a beaucoup voyagé.
et qui a écrit aussi son premier roman qui s'appelle Saisie. Il est sorti chez Atout Édition, Édition, c'est ça? Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu as écrit ce premier roman et comment est-ce que tu es venu à l'écriture? Je ne sais pas comment je suis venu à l'écriture. Je crois qu'on y vient, on y vient par hasard. C'est-à-dire que, et une fois qu'on y est, on s'aperçoit parfois qu'on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas faire autrement. Plus le temps passe, plus je m'aperçois que c'est Michel Tournier qui disait, mais écrire. Et à son âme, il vient juste de nous quitter. Oui, qui disait, écrire, ça n'a rien à hobby. C'est pas un hobby. C'est-à-dire que, j'ai plaisir à écrire, mais j'ai aussi besoin d'écrire. Donc j'aime raconter des histoires et j'ai trouvé, la façon de transmettre ces histoires, c'est l'écriture. Oui. Le premier roman, je pense que c'est toujours un accident, c'est aux innocents les mains pleines. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire une nouvelle, je l'ai fait lire à un réalisateur et à ma compagne de l'époque, Béatrice Char, qui est également écrivain, et qui, je me souviens très bien, m'a dit, mais ces deux personnes m'ont dit, voilà, mais continue, écris. Et donc c'est le premier contact avec le... Donc j'ai écrit ce premier roman, je l'ai écrit, je me souviens très bien, je rentrais à l'époque des États-Unis, je travaillais, j'avais un petit boulot à l'époque, je travaillais chez Gap, voilà, donc j'étais en charge du rayon enfant d'un des magasins parisiens, et donc le soir, donc je finissais en général vers 22h30, je rentrais chez moi, dans un petit studio, on m'avait prêté un ordinateur, je sortais l'ordinateur, j'écrivais à la main, et le matin, avant de retourner travailler, je reproduisais, enfin je changeais le texte sur ordinateur. C'était en 2000, c'était après le 11 septembre, je m'en souviens bien, parce que c'est toujours un marqueur en fait. Bien sûr. Moi je rentrais, je l'ai écrit en 2002, et assez vite finalement. On revient à la fluidité, c'est-à-dire que je l'ai écrit très très vite. Alors aujourd'hui, ce roman, il aurait pu sortir en poche. Là, il va ressortir en poche. C'est un peu l'Arlésienne, c'est-à-dire que ça fait quand même 2-3 ans qu'il aurait dû ressortir, mais ça va être le cas, a priori. C'est une bonne nouvelle. 2016. Et qu'est-ce qu'on trouve dans Saisie, alors, ce roman? Qu'est-ce que tu racontais alors dans ce roman? Je me mettais dans la peau d'un petit entrepreneur de province. Il faut imaginer un bourgeois à la Chabrol, quoi. C'est-à-dire un notable, voilà, un notable qui a une petite entreprise qui marche pas trop mal, et puis du jour au lendemain, pour des raisons X, Y, Z que je développe très furtivement dans le livre, il est en faillite. Et en fait, il est racheté par un grand entrepreneur, un industriel, un homme d'affaires. Et en fait, le livre démarre au moment où il kidnappe le repreneur, où les deux hommes partent en voiture pour 48 heures, une espèce de fuite en avant. Et c'était à l'époque, moi, les premières fois où j'entendais parler, j'étais parti d'un fait divers. J'avais lu ça, 3-4 lignes dans un journal, comme quoi un entrepreneur était rentré dans sa banque avec un revolver. En fait, il n'était pas là pour faire un hold-up, il était juste là en désespoir. Et ça faisait écho aussi au premier kidnapping d'entrepreneurs, de dirigeants. Mais j'avais inversé aussi là, on n'est pas dans la peau de l'exploité-exploitant, on est dans la peau de quelqu'un qui était indépendant, qui avait basé sa vie sur son entreprise, qui était une part de son identité, et qui perd du jour au lendemain, en fait, son entreprise, mais il perd son identité de mari, de père, d'employeur, d'amant, tout ça. Donc tout ça s'effondre pour lui. C'est un roman très noir, très, très vif. Je l'ai relu il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est maintenant question qu'on l'exploite en poche. Je le trouve... alors est-ce que je l'écrirais comme ça aujourd'hui? Je ne pense pas. C'est très nerveux, très, très, très dur, très drôle par moments aussi. Mais mais je reviens à ça, c'est que je pense que le premier roman, c'est aux innocents les mains pleines. On peut se permettre beaucoup de choses,
Et après... On a aussi envie de tout dire dans le premier Oui. roman, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. C'est un risque. Je trouve que c'est le risque qui touche enfin, tous les auteurs. C'est qu'on on est aussi dans une forme de démonstration. C'est vrai. On va y revenir. On va donner la parole à Jean-Luc. Et je te pose une question aussi. Ton intérêt pour l'art, alors, comment est-ce qu'il t'est venu, hein, un peu comme Stéphane pour l'écriture? Alors, moi, je suis né dans une famille, comment dire, qui est liée au monde de l'art depuis le 19e siècle. Donc, c'est vrai que voilà, toutes les histoires familiales de mon enfance étaient tournées autour de l'art. C'est pour ça que j'ai fait une section scientifique. C'était pour m'aérer l'esprit. Parce que, voilà, sans les mathématiques, moi, je n'entendais parler que de Fragonard à la maison. Donc, c'était vraiment ça a l'air intéressant comme ça pour le public, mais en réalité, c'est très fatigant pour un adolescent d'avoir ses parents qui rabâchent en permanence les mêmes histoires. Donc, et puis, lorsqu'il a fallu choisir une orientation, là, évidemment, naturellement, je me suis rapproché du monde de l'art, puisque c'est ce que je connaissais un petit peu, et notamment de l'art ancien. Voilà. Et donc, c'est comme ça que tu as commencé à aller dans les expositions, ou bien c'était un peu plus tard? Alors, les expositions, ça a commencé dès l'enfance, en réalité. D'accord. Voilà. Mes premiers souvenirs d'enfance sont des souvenirs d'exposition, comme beaucoup de familles de marchands. Enfin, c'était, bien sûr. Je faisais 3 musées par jour, de l'âge de 7 ans jusqu'à 15 ans. Et puis à 15 ans, j'ai voulu avoir de vraies vacances. Oui, bien Donc sûr, je me suis libéré sûr. du monde de l'art pendant quelques années, mais j'y suis retombé plus tard, évidemment. Et donc, tu es revenu à la source, hein, en quelque sorte. Oui. Et donc, tu es aujourd'hui à l'écoute de tout ce qui se passe à Paris, ou bien même ailleurs, au niveau du marché de l'art? Oui, alors du marché de l'art, c'est très intéressant parce qu'effectivement, les mouvements que j'ai indiqués, c'est-à-dire les intentions de collection, les intentions des collectionneurs, les intentions même des artistes et des politiques culturelles se cristallisent autour des marchés des ventes publiques, mais également autour des expositions des grandes galeries, et puis des biennales. Donc vous avez de grandes biennales dans le monde. Il y a, comment dire, Kassel, il y a la Biennale de San Paolo, il y a évidemment la Biennale de Venise. Et là, ces biennales fonctionnent comme des laboratoires d'idées, des laboratoires tests, dans lesquels l'art contemporain, on voit l'art contemporain en train de se faire. C'est-à-dire, pour le grand public, une biennale, c'est quoi exactement? C'est un rendez-vous annuel où tous les gens qui connaissent le domaine viennent? Oui, alors c'est comment dire, c'est tous les 2 ans, tous les 5 ans, tout dépend, comment dire, de la biennale en question, manifestation. Alors en France, on appelle biennale, il y a une ambiguïté, on appelle une biennale qui est également une foire d'art contemporain. À l'étranger, les biennales sont des expositions dans lesquelles les œuvres souvent ne sont pas à vendre. C'est le cas de la Biennale de San Paolo, c'est le cas de la Biennale de Venise, c'est le cas de Kassel. Les œuvres ne sont pas à vendre, les artistes sont sponsorisés, présentent leurs œuvres et leurs essais, leurs nouvelles idées. Et ça crée une sorte de C'est-à-dire, think tank. on y vient, on y regarde, Oui. on se renseigne, mais on n'a pas le droit d'acheter. Non, en fait, on s'imprègne des idées, et de la modernité des idées. Voilà, c'est très intéressant à ce niveau-là. Oui, Stéphane. C'est le collectionneur qui se déplace? Oui. Potentiel? Tous les collectionneurs, les acteurs des politiques culturelles, mais également les artistes. Donc il y a beaucoup de rendez-vous d'artistes, il y a vraiment une ébullition des idées, et ça c'est merveilleux. À chaque fois qu'il y a une grande biennale, tout le monde vient. Voilà, Venise, c'est très important pour ça. San Paolo également. Donc il y a des commissaires d'exposition qui organisent ces biennales et qui donnent des thèmes directeurs. C'est très intéressant, c'est captivant. Parce que le monde entier se déplace et les idées du monde entier se cristallisent à ce moment-là au même endroit. D'accord. Très bien. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Stéphane Greiner et le conseiller en art Jean-Luc Rioux. Donc Jean-Luc, tu nous disais que dans les biennales, donc, tout le monde accourt, regarde, on n'a pas le droit d'acheter, mais donc, il y aura d'autres occasions. Quelles seront les autres occasions? C'est les expositions à thème, expositions de peintres spécialisés? Alors, quelque chose? oui, là je parle en particulier des grandes biennales internationales. Ce n'est pas le cas de la Biennale de Paris, par exemple. Ah, la d'accord. FIAC, là, les choses sont à vendre. Ah, la FIAC, Voilà. oui. Mais le monde anglo-saxon fait la différence entre la biennale et la foire. Voilà. La foire, c'est ce que l'on peut appeler en France une biennale, mais à l'étranger, c'est l'endroit donc où on peut acheter les œuvres. D'accord. Voilà.
C'est ça la différence. Oui, c'est une différence importante. Et pour ce qui est de la FNAC, elle se fait pratiquement chaque année maintenant à Paris. Alors la FIAC, oui, absolument. Oui. La Foire internationale d'art contemporain se tient à Paris. Évidemment, là, il y a également les galeristes qui sont partie prenante et les artistes contemporains viennent. Mais ce n'est pas forcément l'endroit où se font les nouvelles tendances. Les nouvelles tendances se font dans des lieux sponsorisés par les États, par exemple. Donc c'est le cas de la Biennale de Venise. D'accord. Ou de Kassel, qui est très importante. Et là, on parle librement des nouvelles idées, des nouvelles tendances. Voilà, on peut parler de land art, on peut parler de beaucoup de choses. Voilà. Et donc la FIAC se tient maintenant au Grand Palais, c'est ça? Oui, absolument. Absolument. Et donc, c'est le monde entier qui vient au Grand Palais, on peut dire comme ça? Oui, le monde entier vient au Grand Palais. Et ce qui est intéressant, c'est que là encore, Paris est un des hauts lieux, de cette espèce de transhumance des intellectuels et des artistes que l'on a connu au XVIIIe siècle, et notamment avec les salons du Louvre que j'évoquais tout à l'heure, puisque là encore, on a les grands monarques et les grands collectionneurs qui viennent au Salon du Louvre, cette fois pour acheter. Et les personnes qui ne peuvent pas se déplacer demandent à de grandes lettrés, et on pense notamment à Diderot, qui écrit des lettres, et qui écrit toute une littérature, pour les grands collectionneurs, on pense évidemment à Catherine de Russie, pour qu'ils puissent acheter après aux grands artistes, et notamment Joseph Vernet. Et à l'occasion donc de chaque FNAC, on a remarqué à Paris, il y a quand même des petites expositions parfois de rue. Oui. Il y a des choses. Comment on sélectionne, par exemple, ces performances, si je puis dire ainsi? C'est-à-dire, c'est l'air du moment, c'est ce qui est à la mode, qu'on essaie de mettre en œuvre, ou bien c'est aléatoire? Alors, évidemment, chaque galeriste soutient ses artistes, et chaque galerie a sa politique. Bien sûr. Voilà, une politique de financement, une politique de soutien, et également à ses collectionneurs. Donc en réalité, il y a ces agrégats qui se côtoient, parfois se mélangent. Et évidemment, on voit assez rapidement quels sont les artistes qui vont sortir du lot. Et parfois, à cette occasion, il y a des artistes qui ne sont pas dans l'exposition, qui ne sont pas dans la FIAC, qui viennent quand même aux alentours un peu faire de la publicité à quelques artistes. C'est des artistes marginaux ou bien c'est de petits artistes, si je puis dire ainsi? Alors, il n'y a pas de petits artistes. Merci de me rectifier, tu as raison. Il y a des artistes qui arrivent à trouver, un canal de diffusion, ou qui arrivent à s'intégrer dans une politique culturelle et qui, par là, vont être promus par les États. Donc ça, c'est intéressant. C'est ce qui se passe donc, notamment en Amérique latine, ou à Venise, en fait, où on a les artistes qui arrivent à trouver un financement, sont exposés dans le pavillon du pays qui les soutient, et là, deviennent des artistes officiels. Et donc là, on passe de petits artistes à des artistes officiels et donc à une propagande et une politique culturelle. Très bien, on revient à Stéphane. Donc après Sizy, il va y avoir beaucoup de belles choses aussi dans ta création littéraire. Il y aura même un personnage, Joshua Gallagher. Ah oui, Joshua alors Gallagher. C'est quoi ce monsieur-là alors? Il va revenir dans plusieurs livres. Oui, j'ai écrit 2 livres avec ce personnage pour Fleuve Noir, enfin Fleuve Édition aujourd'hui. Oui. Joshua Gallagher, c'est un personnage, c'est pour moi le détective 2.0, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus pour la veuve et l'orphelin, il est au service de grands groupes d'entreprises. Et alors il serait un mercenaire qui fait du renseignement économique, je me suis basé sur une rencontre dans un aéroport, c'était à Atlanta, où j'avais rencontré quelqu'un qui partait, c'était au moment où Barack Obama déployait ses troupes en Irak, donc il y avait Atlanta étant un des aéroports principaux aux États-Unis de transit. Et donc moi j'étais effectivement en transit entre la côte est et la côte ouest, et il y avait un bar fumeur où c'est un des derniers bars fumeurs de l'aéroport, donc il était trusté par des journalistes, des militaires, et à côté de moi il y avait quelqu'un avec qui j'ai entretenu une discussion comme ça pendant 2 heures, et qui me raconte son métier. Alors, au début j'ai cru qu'il était militaire, en fait pas du tout. Il allait en Irak
pour le compte d'un groupe pétrolier et récupérer des informations, pas liées au conflit, mais juste, il avait besoin de récupérer des informations pour verrouiller certains dossiers en cas de chute de régime, etc., etc. Et en fait, il expliquait son métier. Son métier, pour lui, il travaillait pour un cabinet d'avocats. Et il était lui-même ancien policier, ancien détective en tant que policier. Et j'avais trouvé ça intéressant, en fait. On a retrouvé ce type de profil dans l'événement new-yorkais de Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire que ce sont souvent, pour aller récupérer des informations de façon officieuse, il faut franchir la ligne jaune de la légalité. Et donc la police ne peut pas le faire, les cabinets d'avocats ne peuvent pas le faire directement. Et donc on a ce type de profil de personnages qui ont un background de juristes, de policiers, de militaires, qui eux sont payés à la tâche à aller chercher de l'information, s'il le faut les obtenir par la force, par exemple. Et donc Joshua Gallagher, lui, le personnage du hold-up des silencieux, et également de Paradis à vendre, est un privé freelance qui travaille pour le compte de grands groupes qui ont besoin d'informations. Alors il a évidemment, ce n'est pas uniquement un barbouze, pas uniquement un salaud. Il a une vie aussi. Il a une vie, donc il est plutôt... c'est un personnage qui est aussi manipulé. C'est-à-dire qu'il a beau être maître de son destin, dans ce genre de jeu, il est lui-même manipulé, il est utilisé. Oui. En fait, c'est un employé de l'ombre. Oui. Donc il a des contraintes qui sont autres que l'employé qui vient au bureau pour l'entreprise, mais lui, il franchit la ligne jaune pour l'entreprise. Et en gros, il n'a pas de parachute. Et donc c'est un détective je pense que il fait le renseignement économique est aujourd'hui quelque chose de très important pour les... toutes les puissances le font aujourd'hui. On a eu quand même des informations ces dernières années. Tous les pays, soi-disant alliés, au fait... s'espionnent les uns les autres. Au-delà de ça, je pense qu'à terme, il y aura quelques entreprises qui sont déjà de toute façon financièrement plus puissantes que beaucoup de pays, même de pays occidentaux. Donc ces entreprises-là, on peut très bien imaginer un scénario où elles auraient besoin de s'appuyer sur des gens qui peuvent, où elles se retrouvent elles-mêmes en concurrence avec les États, avec une politique d'un côté et un besoin d'hégémonie de l'autre. Est-ce que ces entreprises imposent déjà aux États leur politique? Est-ce qu'on peut dire comme ça? Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Oui. Après, ce sont des... on peut lire entre les lignes. Je sais que quand on me demandait pourquoi le hold-up des silencieux se passait dans le monde économique, je pense qu'aujourd'hui, ça reste le thriller, une partie du thriller moderne. On a la réponse, on a les trames d'histoire, elles sont dans les pages saumon du Figaro ou dans les Échos, ou dans Wall Street Journal. C'est-à-dire que ce qui se passe sur les marchés économiques, c'est quand même une forme de hold-up, mais c'est aussi, ce sont de telles puissances que on peut se poser la question, effectivement, est-ce que ça n'a pas une influence? Oui, ça en a forcément une. Laquelle, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. D'accord. Je reviens à Jean-Luc. Alors, tu as été co-commissaire d'une exposition. Oui, c'était un rôle très modeste, mais comment dire, c'était l'exposition Tivoli au musée Cognac-Gay il y a quelques années et qui était, à mon avis, intéressante dans la mesure où on voyait comment les artistes du XVIIIe siècle réinventaient un motif à partir d'une réalité paysagée, qui sont les jardins de Tivoli, qui en réalité sont tout petits, et à quel point ils en faisaient quelque chose de pittoresque, de sublime, etc. Donc en réalité, ils travestissaient la réalité pour essayer de créer un motif qui n'est plus un motif topographique, mais un motif pictural. Voilà, et qui parle aux collectionneurs, quelque chose d'impressionnant, qui va leur, qui va meubler l'intérieur ou, permettre une échappée vers le rêve. Et donc c'est intéressant de voir que l'artiste, à partir d'un élément réel, d'un élément concret,
peut, au XVIIIe siècle, notamment dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, à partir de gravures, à partir de tout un vocabulaire formel qui préexiste, vont le réinventer, voilà, le pervertir, le détourner, pour en faire quelque chose d'absolument fabuleux. Et c'est ça le rôle du commissaire, mais il n'y a pas que ça, non? Alors, le commissaire d'exposition, donc, comment dire, c'est celui qui organise l'exposition, oui. voilà, qui organise le discours, etc. Moi, j'ai juste écrit, comment dire, donc une notice, et puis, comment dire, sélectionné un tableau de la Croix de Marseille, donc, qui est un peintre de la mer pour l'exposition. Et puis, le directeur du musée, José de los Llanos, à l'époque, comment dire, a choisi le thème de l'exposition, proposer des sélections de tableaux, on en a parlé ensemble, et puis diriger ses co-commissaires pour qu'ils écrivent les notices et fassent les recherches historiques sur les peintures. Pourquoi telle peinture est-elle importante? Pourquoi doit-elle s'intégrer dans cette exposition et dans cette problématique? Oui. Voilà. Oui, et tu as aussi écrit sur la peinture, tu as écrit pour exemple un argus sur les ventes aux enchères. Oui, alors ça c'était il y a de nombreuses années. Oui, comment dire, la problématique, justement, pour le coup, c'était non pas d'écrire un argus sur des ventes aux enchères de manière chronologique, mais par thème. Donc il fallait réorganiser en fait les tableaux qui étaient passés en vente publique, non pas selon une vision comment dire, universitaire, mais uniquement sur l'image. Donc en fait, on prenait, c'était assez intéressant de ce point de vue-là, du point de vue méthodologique, tous les paysages, et puis des sous-catégories avec des paysages flamands, puis les paysages flamands du XVIIe siècle. Et donc prendre tous les artistes qui ont, voilà, paysagistes flamands du XVIIe siècle, passer en une année sur le marché des ventes publiques et essayer d'établir des tendances à partir des résultats de prix. Voilà. D'accord. Mais c'est une expérience qui n'a pas duré très longtemps. D'accord. Et les ventes aux enchères en général, comment elles se déroulent? Est-ce qu'elles sont préparées des années auparavant? Non, pas du tout. Le marché des ventes aux enchères est quand même un marché qui est, comment dire, qui vit dans l'urgence. Oui. Et évidemment, il y a je ne suis pas un grand spécialiste, mais il y a, comment dire, il y a un marché, comment dire, il y a évidemment des déterminations matérielles, il y a des coûts qu'il faut résoudre, des locations de salles, un personnel qu'il faut payer. Et donc, plus le personnel travaille vite, plus le personnel des maisons de vente fait les recherches rapidement, évidemment, plus on peut organiser de vacations. Voilà, donc le marché de la vente aux enchères est vraiment distinct de la recherche, pardon, pour le marché des ventes aux enchères est vraiment très différente dans sa nature et dans ses, comment dire, dans ses déterminations de celui des expositions muséales où il y a plus de temps pour faire des recherches. Et donc, les gens aujourd'hui, par exemple à Paris, qui achètent les tableaux, ce serait qui en général? C'est des gens qui s'intéressent à l'art depuis très longtemps? C'est des gens qui sont fortunés? Oui, alors Youssef, comme je te l'ai dit, en fait, on n'achète pas véritablement une œuvre d'art. On va acheter plusieurs œuvres d'art. Si on commence à acheter une œuvre d'art, on est évidemment pris dans une sorte de, comment dire, de cercle vicieux ou de cercle vertueux, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. On va chercher à comprendre la cohérence historique, le contexte de l'œuvre d'art, et puis on va s'intéresser, comment dire, à d'autres artistes, ou alors au même artiste à d'autres périodes, ou à d'autres œuvres de la même série. Et donc on va finir petit à petit par constituer une collection. D'accord. Et constituant cette collection, comment dire, on va mettre en scène sa propre personnalité. Et ce qui est très touchant chez les collectionneurs, c'est qu'en réalité, la collection, c'est le moment le plus intime de la personnalité d'un individu. D'accord. Et les musées alors? Est-ce qu'ils achètent beaucoup? Est-ce qu'ils ont tous une politique d'achat d'œuvres? Comment ils procèdent en général? Pratiquement tous. Alors pratiquement tous les musées ont une politique d'acquisition. Je dois avouer qu'en France, on est heureusement servi par des talents et de jeunes talents extraordinaires qui anime le monde des musées. Alors on peut évidemment penser à Christophe Le Ribaud qui, comment dire, enfin, non pas à transformer, mais en tout cas à animer le musée du Petit Palais de manière merveilleuse, puisque sa fréquentation est en hausse, et donc qui achète des œuvres d'art également. Et puis on a beaucoup de jeunes talents, de jeunes chercheurs qui ont aujourd'hui, comment dire, sont au sein des musées très actifs. Je pense à Guillaume Caserouni, qui redéploie les collections du musée de Rennes. Également à Bénédicte Gady, qui est très active comment dire, au musée du Louvre, au département des arts graphiques. Et puis il y a évidemment tout le personnel extrêmement compétent, et la France est extrêmement fleurie dans ce domaine. On pense à tous les directeurs de département des musées français qui sont très actifs et qui suivent vraiment de manière très pointue
le marché des ventes publiques. Et il y a aussi beaucoup de publications dans ce domaine. Voilà. Est-ce qu'elles participent justement à éclairer peut-être les uns et les autres? Alors voilà, c'est très important. La littérature et l'exégèse, notamment la recherche fondamentale dans le domaine de l'histoire de l'art, permet de soutenir les politiques d'acquisition. Et là, les personnes que j'ai citées, on peut en citer bien d'autres, permettent de nourrir ces politiques. Pourquoi est-ce qu'une œuvre d'art doit faire partie d'un musée? Pourquoi est-ce qu'une œuvre d'art n'est pas essentielle? Oui. Voilà. Eh bien là, il faut avoir une vision historique extrêmement précise, extrêmement pointue. Voilà. Pourquoi est-ce que tel tableau de Joseph Vernet est important? Pourquoi est-ce que les musées doivent l'acheter? Pourquoi est-ce que tel autre, en revanche, n'est pas aussi important? Et pourquoi aussi telle œuvre ou telle autre est beaucoup plus chère qu'une autre œuvre? Comment ça se fait? C'est avis de spécialistes? Comment ça se passe? Alors, à quelle époque? Aujourd'hui, au XVIIIe siècle? Voilà, parce que oui, bien sûr, c'est très bien que tu clarifies parce la que, chose, par exemple, au bien sûr. XVIIIe siècle, les portraits, les études qui étaient, parmi les études qui étaient les plus prisées, je crois que Pierre Rosenberg, d'ailleurs, l'avait mentionné dans une communication orale, ce sont les portraits de vieillards. Voilà. Les études de vieillards étaient extrêmement prisées parce qu'un vieillard, c'est très pittoresque. D'accord. La peinture des rides, la peinture de l'expression, et puis également dans le regard, une sorte de memento mori, de vanité. Rappelle-toi que tu vas mourir. C'est quelque chose qui était extrêmement prisé. À cette époque-là. Oui, à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est le contraire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est prisé en général? Je sais que c'est un vaste monde, bien sûr. Comment dire, cher Youssef, en ce qui concerne l'art ancien ou l'art contemporain? L'art contemporain d'abord, par exemple. L'art contemporain est articulé autour de très grands artistes qui sont très médiatisés et qui disposent d'une fortune critique extrêmement importante. Et donc là, aujourd'hui, la relation entre la littérature, l'exégèse d'un artiste et le corpus de l'artiste, c'est très important. Très important. Voilà. Donc on ne peut pas considérer un grand artiste contemporain sans grand critique d'art contemporain qui lui sont associés. Voilà. D'accord. Donc on peut parler, par exemple, il y a notamment une extraordinaire rétrospective qui est celle d'Anselme Kiefer au centre Georges Pompidou. Et là, je peux citer notamment un article qui a été publié par Christophe Lambois-Canil, qui est un grand chercheur. Anselme Kiefer, sans la littérature qui lui est associée, est incompréhensible. D'accord. Voilà, c'est un homme qui a un parcours. Ça, c'est l'époque contemporaine. Oui. Et revenons un peu au passé, c'est vrai, ce sont des siècles, mais par exemple, si on prend un peu le parcours de Van Gogh, de son vivant, Van Gogh, qu'est-ce qu'il était? Alors Van Gogh, malheureusement, je ne suis pas du tout spécialiste. Je pense, Youssef, que tu as certainement une idée, oui. Tu en connais mieux, tu connais mieux que moi cet artiste. Van Gogh, effectivement, a un parcours qui est très, qui est très délicat. C'est une personne qui a des problèmes psychiatriques réels, qui s'isole et dont la fortune, dont l'œuvre va être réinventée, réorganisée par son frère, sa famille. Enfin, voilà. Par Théo, son frère. Par Théo, son frère, par sa famille, et qui ne vont pas en faire un grand artiste, mais qui vont faire en sorte que le grand artiste soit découvert. D'accord. Et c'est la grande tragédie des grands artistes, c'est souvent de n'être découvert qu'à posteriori. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité de marché. Une fois que l'artiste est mort, le nombre d'œuvres est fini. Ça, c'est vrai. Et donc, ça permet de contrôler l'offre par rapport à une demande que l'on va créer. Ça, c'est vrai. Donc, je reviens à Stéphane, qui est un grand voyageur, tout comme Jean-Luc. Et donc, tu as quand même bourlingué. Hein. Donc, est-ce que ces voyages t'aident un peu dans tes écritures? Oui, probablement. Enfin, même très certainement. J'ai bourlingué. En même temps, ça fait déjà quelques temps que je n'ai pas bourlingué. C'est-à-dire que ça fait déjà quelques années. Donc tu ressens le besoin de reprendre la route, peut-être, ou la mer, je ne sais pas. Peut-être les deux. La voie des airs, peut-être. Oui, ça aussi. reste la plus simple aujourd'hui. C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé à une époque. Mais je pense que l'écriture est liée. On est de toute façon façonné quand même par le lieu géographique où on est, où on écrit et où on vit. Et c'est vrai que les voyages, je ne sais pas s'ils forment la jeunesse, mais en tout cas, ils permettent à l'écrivain de sortir, de se confronter aussi au réel. Alors il y a le travail pour ça, il y a le travail quotidien, parce que l'écrivain doit aussi ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Bien sûr. Même si c'est un rêve de beaucoup d'auteurs, mais ce n'est pas forcément la réalité. L'écrivain ne vit pas toujours de sa plume.
de façon permanente. Bien sûr. Donc le voyage d'un côté permet de se confronter au réel, mais également le quotidien. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça me manque. De temps en temps, j'aimerais bien sortir un peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sommairement de ton séjour américain, californien, alors? Ah oui, voilà, c'est une rencontre. Une vraie rencontre avec, je ne dirais pas les États-Unis, parce que la Californie en soi est un pays. C'est un pays. Oui. Je n'y suis pas retourné depuis 2010, donc ça commence c'est un pays qui change, enfin la Californie change beaucoup. Mon premier séjour en Californie, il s'est fait par accident. Je travaillais à l'époque dans le milieu de la décoration, j'allais voir un client, j'étais invité voilà, on voulait développer le marché local, et en fait je suis arrivé en 99 une première fois, en 2000, en 99 c'est ça, et j'ai décidé d'y rester. En tout cas, quelques années j'y suis resté en faisant parfois des allers-retours, et puis après j'y suis resté de façon un peu plus permanente. Non, c'est une rencontre, c'est une vraie rencontre avec un territoire, avec des gens. Un pays, une façon de voir le monde, certainement. Oui, et puis de toute façon, quand on est en Californie, on regarde vers le Pacifique. Oui. Donc on est déjà de l'autre... c'est le genre d'impression qu'on peut avoir, où je m'en suis aperçu aussi lors d'un voyage vers l'Asie, enfin vers l'Indonésie. Quand on arrive par exemple à Singapour, dans une salle d'attente, où il y a une énorme carte du monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, il y a un point lumineux, c'est Londres. Il y a un point lumineux qui est indiqué sur cette carte, c'est New York. Il y a un point lumineux qui est... mais il n'y a pas Paris. Paris n'est pas là. Et donc ça permet aussi, quand on voyage, de se positionner, de sortir un peu de cette map-monde centrale qu'on apprend à l'école. Oui. Où on a l'impression d'être le centre du monde, et en fait on n'est rien, on est de passage, on est locataire. Peut-être qu'il n'y a pas de centre du monde. Voilà, exactement. Ouais. En fait on est juste de passage, on est locataire de toute façon, on est de passage. Ça c'est vrai. Donc les voyages permettent de se confronter à l'autre, se confronter dans le sens de rencontre. Oui, bien sûr. Jean-Luc, toi aussi, tu as beaucoup voyagé. Alors, voyage, peinture, littérature, poésie aussi, puisque tu écris et tu es un grand lecteur. Alors, les voyages dans tout ça? Eh bien, les voyages, je dirais, ont été absolument essentiels. Je suis, j'ai été donc dans une sorte de cocon, une bulle, et puis il y a quelques années, j'ai décidé de faire, éclater cette bulle en partant notamment aux Émirats Arabes Unis, en m'installant là-bas, et donc en tant que Parisien, je ne suis pas musulman, je suis arrivé là-bas un peu inquiet, un peu anxieux, et j'ai découvert un des carrefours de civilisation, je pense qu'on peut dire ça comme ça, où les mondes, se croisent, l'Inde, le Pakistan, la Chine, le monde arabe, et j'ai découvert des gens qui sont totalement en contradiction avec ce que l'on voit à la télévision, qui sont des nouvelles parfois inquiétantes, avec une politique difficile, etc. J'ai découvert des gens profondément gentils, profondément curieux d'ailleurs, de ce que j'étais, de ma culture, du monde de l'art, et qui étrangement avaient plutôt la tendance à collectionner une vision fantasmée par l'Occident de leur propre culture. Donc ils collectionnaient grosso modo, pour caricaturer, Delacroix, Alma Tadema, etc. Donc en fait une vision vraiment très occidentale de l'Orient. Il a fallu quand même beaucoup de discussions avec des collectionneurs sur place, fort sympathiques et très ouverts d'ailleurs, pour expliquer qu'en fait il existe des artistes arabes qui ont voyagé dans les années 30 en France, qui sont passés par l'Académie Julian, qui sont passés par la Ruche à Paris, qui souvent d'ailleurs ont fait souche, sont restés. Je pense notamment à Georges Anassabag, dont l'un des deux fils a été fondateur de l'ORTF et l'autre amiral de la marine française quand même, mais qui lui est d'origine égyptienne, libanaise, et qui a peint d'abord des vues d'Orient et puis des vues de Bretagne. D'accord. Et ça c'est quelque chose, c'est un artiste qui n'était pas tellement représenté sur place. Il y a d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de musées d'art moderne
il n'y a pas beaucoup de musées arabes d'art moderne. Il y en a un donc au Qatar, à Doha, et puis il y en a un autre, au Caire. Mais c'est assez peu fréquent. C'est dommage. Et puis notre voyage à nous se termine, l'émission prend fin. Peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot alors, Jean-Luc. Je dirais que pour ce qui est du monde des collectionneurs, c'est un monde qui s'internationalise et grâce à la fois à ces carrefours de civilisation et grâce à ces biennales, on a des collectionneurs qui interagissent de plus en plus directement entre eux. Donc voilà. Très bien. Merci d'être venu dans le graffiti et bonne continuation. Stéphane aussi, peut-être qu'on a oublié quelque chose ou bien un dernier mot. Un dernier mot, parce que je crois qu'on a eu une conversation tous les deux il y a déjà 2-3 ans sur l'avenir du livre. Est-ce que le papier allait disparaître? Oui. Eh bien, il faut croire que non. C'est pas prêt de disparaître et je persiste et je signe à penser. Alors, je module mon raisonnement, mais je pense que le papier aura de plus en plus d'avenir, en tout cas pour le livre, pour le roman. Que le numérique sera... Les deux vont coexister. Voilà. Mais que la preuve est en train de se faire que Très bien. le papier continuera. Très bien, c'est une note d'espoir. Toi aussi, merci d'être revenu dans le graffiti. C'est un plaisir. Et bonne continuation. Merci Youssef. Je t'en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.